Depuis 82, nous avons le même président. Voilà. Or, chez vous, quand votre cuisinier vous prépare toujours la même sauce, vous finissez par lui demander est-ce que c'est une ordonnance médicale. Les choses ont été faites, mais ce n'est pas suffisant. C'est un processus. Un processus n'est jamais terminé. C'est un peu la toile de Pénélope. C'est-à-dire le processus n'est jamais terminé. On commence, on continue, et ça veut dire que rien n'a été fait depuis 1996. Je crois qu'il s'agit d'un abus de langage. Et naturellement, je comprends bien le ministre Garga qui doit grossir les traits, n'est-ce pas, pour faire passer son message. Mais nous, au niveau du RDPC, nous disons que le processus a été enclenché et nous savons qu'il se poursuivra. D'ailleurs, la création du ministère de la décentralisation et du développement local augure bien d'un avenir encore plus radieux. Alors, vous m'avez posé une question sur l'élan de solidarité. Oui, que le président... Oui. Mais nous n'avons pas un ministère des Affaires sociales et de la solidarité. On cueille les gens sur la route et on dit on va envoyer aux anglophones comme si c'était des misérables. Ils ne le sont pas. En tout cas, ils ne sont pas moins misérables plus misérables que nous. Dans toutes les situations qui se posent, prenons le plan Marshall, après la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre, yes. Alors, il y a eu le plan Marshall. Pourquoi? Parce que les États que nous connaissons tous avaient des problèmes économiques, sociaux et culturels. Il y a eu donc ce grand plan Marshall. Et chaque fois... À la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est normal. Mais donc, ici, ce n'est pas fini. Le plan devait être fait parmi les conditions à poser lors de la fameuse conférence, le fameux dialogue. Pourquoi attendre ce qu'on peut faire dans l'immédiat? Le président de la République a constaté qu'il y avait des maisons incendiées. On ne peut pas nier que certaines maisons ont été incendiées, qu'il y a eu il y a des problèmes. Il faut donc résoudre les problèmes. C'est la raison pour laquelle il a créé ce plan d'action d'urgence humanitaire. Comment dire non lorsqu'il s'agit d'un programme humanitaire? Vous savez que notre régime est un régime humaniste qui place l'homme au cœur de tout. Et quand l'homme a des problèmes, il est tout à fait normal qu'il y ait cet élan humanitaire. On ne peut pas dénigrer ce qui est positif. Non, monsieur le ministre, n'entourons pas les choses avec des gros mots. Et nous sommes face à face. Nous sommes toujours bien considérés. Les régions souffrent chacune d'une chose ou d'une autre. Quand l'extrême nord, le grand nord n'avait pas d'université, j'ai osé me rendre dans votre bureau et je voulais signaler dans l'intérêt de la nation et même dans l'intérêt du régime. Et vous m'avez donné votre accord de principe, mais ça ne peut pas s'étendre. Par la suite, j'ai constitué une délégation, Baskouda, Soudakula, et nous sommes allés vous voir. Vous avez résolu le problème après l'accord du président. Il a fallu soulever le problème pour que ça soit réalisé, c'est réalisé. Ce n'est pas un processus qui a fini par aboutir à l'université. C'est parce que l'État a su qu'il y avait un besoin réel et il a fallu des gens courageux ou bien idiots pour aller vous voir et heureusement que vous avez accepté de remplir votre mission. C'est la même chose ici. Il faut que la Constitution de 1996 devait être exécutée. Et le Sénat, quand on crée la décentralisation, c'est pour que les organismes décentralisés inférieurs, notamment les communes et les conseils régionaux, soient supervisés par le Sénat. Dites-moi qu'est-ce que le Sénat fait sauf corriger les virgules des projets ou des propositions de loi envoyées par l'Assemblée nationale. Alors que si les régions étaient ou administrativement ou politiquement décentralisées, nous n'aurions jamais eu ce problème et le Sénat aurait été utile. Je vous signale d'ailleurs dans l'ADD, vous avez dit, je cherchais à tisser. Non, nous parlons en tant que Camerounais. Je ne vous reconnais pas comme RDPC ou moi ADD. Nous sommes ministres, anciens ministres, c'est ça. Donc le Sénat ne fait rien. Pour le moment, je vous jure, le Sénat ne fait rien. Il ne sert à rien. Oh là là. Mais je vous le dis. Ça me semble quand même outrecuidant. Vous savez qu'il n'a pas le dernier mot. Parce que quand il y a ce qu'on appelle la navette parlementaire,
le projet ou la proposition de loi retourne en dernier lieu à l'Assemblée nationale, dont le vote valide ou ne valide pas ce que le Sénat a fait. Non, il est inutile. En tout cas, moi, je l'ai dit, puisque dans mon programme, il n'y a pas de Sénat. Bon, c'est votre point de vue. Oui, c'est un ensemble de points de vue que nous échangeons. Bien sûr. Alors parlons quand même, monsieur le ministre, insistons quand même sur le deuxième, ce qu'on appelle le deuxième échelon de la décentralisation. D'accord. Ce serait exagéré de dire que rien n'a été fait. Il y a un processus qui a été lancé, il y a un certain nombre de ressources, de compétences qui ont été transférées. Mais le deuxième échelon de la décentralisation qui s'appuie sur les conseils des exécutifs régionaux qui sont présentés comme la clé de voûte de l'architecture de la gouvernance locale, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le prochain septennat, si le président Paul Biya est réélu, ou si Gargaye est élu, qu'il passe à ce deuxième échelon? Oui, bon, disons si... avec la mise en place des régions, ce qui va au demeurant décongestionner Yaoundé. C'est notre champion. Parce qu'on en est à ce que tout converge à Yaoundé. Il y a donc cette coagulation et des intérêts et des ambitions et de tout. Alors, je vous ai parlé... Des raisons de corruption. Oui, je vous ai parlé d'un processus. Pour le processus, on part d'un point A vers un point B, vers un point C, D, jusqu'à Z. Nous sommes en train d'élaborer ce processus. Il est tout à fait logique et normal que dans un avenir proche, évidemment, si notre champion est élu, ce que nous souhaitons très sincèrement. Ou moi, je ferais mieux. Alors, oui, bon, ça c'est votre point de vue. Le mien est que notre champion, le président Paul Biya, soit élu et finalise donc ce processus avec les conseils régionaux, les assemblées régionales. Je crois que cela va de soi. À mon avis, c'est une évidence. Est-ce que les plaintes et complaintes des maires vous parviennent quand vous êtes revenu en conseil de cabinet comme il y a quelques jours? Est-ce que entre deux points formels, est-ce qu'à l'ordre du jour, il vous revient que certains maires accusent certains membres du gouvernement de ne pas jouer suffisamment le jeu, que le président, lui, il est avant-gardiste, il est visionnaire, mais que derrière, ça ne suit pas toujours? Vous-même, vous avez parlé du transfert. Vous avez cité un chiffre quand même colossal. Cela prouve que, certes, le président de la République donne les grandes orientations, c'est normal, c'est son rôle. Et puis, les ministres, le chef du gouvernement, son excellence Philémon Yang, coordonnent tout cela au niveau gouvernemental. Et les ministres mettent en activité, mettent en action ce processus. D'ailleurs, il y a un conseil national de la décentralisation qui a siégé aujourd'hui même, et qui a donné également des directives que vous avez tous suivies. Avec de très bonnes nouvelles. Qui sont des directives avant-gardistes. Notamment la prise en compte des plans communaux de développement. Voilà, ce qui prouve donc que notre champion, le président Paul Biya, va nécessairement mettre en œuvre. Ça vous rassure, ça, cette finalisation? Non, puisqu'il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Oui, laissons-le tranquille, parlons-nous ici. Mais je ne peux pas le laisser tranquille puisque c'est lui notre champion. C'est lui le président de la République. À ce moment, je me permettrai de baisser le ton, mais je dirai la vérité. Vous venez de dire quelque chose, que tout converge vers Yaoundé. Vous l'avez dit tout à l'heure. Or, qu'il y ait une réunion de décentralisation ou non, qu'on ait débloqué 700 milliards avec une méthode, mais c'est toujours la centralisation excessive. Non, tout ne contrôle pas, ne converge pas. Une loi peut fixer tout ça, et puis ce n'est que le ministre concerné qui exécute. Mais il faut se réunir, que le Premier ministre s'abaisse au niveau des communes, alors que l'autorité des tutelles même, dans la régionalisation, mes frères anglophones ne veulent pas en entendre parler. De quoi? L'autorité de tutelle, c'est-à-dire que l'État le préfet à maison attrapant toutes les régions pour contrôler. Non, une décentralisation, c'est une responsabilisation. Et les bénéficiaires de cette décentralisation doivent faire pour le mieux pour leur région. Il y aura même une sorte de rivalité, de concurrence, et c'est sûr que le pays se porterait mieux. Ceci, c'est dans notre intérêt à nous tous. Oui, je voulais dire deux choses. Un, l'État n'est pas le grand Satan. L'État n'est pas le grand Satan. L'État a un rôle régalien, un rôle de régulation, de contrôle, de supervision, d'orientation. Et deux,
cette décentralisation est déjà effective. Les maires gèrent plusieurs crédits à l'heure actuelle. Avant l'indépendance, c'était comme ça. Mon beau-père et mon instituteur étaient maires de Marois. Mais avant l'indépendance, les sous-préfets étaient administrateurs. Les sous-préfets, avant l'indépendance, il y avait des sous-préfets, administrateurs, maires et ainsi de suite. Oui, les communes mystérieuses. Mais ça a changé. Actuellement, les maires sont élus démocratiquement et ils gèrent effectivement. Moi, j'ai le maire de chez moi, Ebolova deuxième, qui gère les crédits. Mais gérer les crédits, c'est pas ça la finalité. Alors, monsieur le ministre, longtemps d'ailleurs, vous parlez de ces crédits que les maires géraient. Longtemps d'ailleurs, ils géraient aussi une grande frustration de ce que parfois le budget d'investissement public ne tenait pas compte du programme, du plan communal de développement. Parfois il arrivait qu'ils reçoivent, pour ainsi dire, sur la tête une école, un forage, un endroit où il y avait déjà une école ou un forage. Mais depuis ce mardi, le Premier ministre chef du gouvernement a instruit au thème des travaux du Conseil national de la décentralisation que dès le 1er janvier, que ce soit les maires eux-mêmes qui effectivement décident sur la base du plan communal de développement des différents projets. Il y a là une évolution qu'il faut certainement... C'est le processus qui avance. Alors, dans la République exemplaire, monsieur le ministre, 7 ans après, quasiment, est-ce que l'on peut être fier de l'accompagnement que les hommes du renouveau ont apporté au président pour mettre en œuvre cette République exemplaire dans tous les segments de la vie nationale? Bien sûr, on peut être fier. Évidemment, dans le métier de journaliste, lorsque 99 trains arrivent à l'heure, ce n'est pas une nouvelle. Mais lorsqu'un train arrive en retard, évidemment, c'est une nouvelle. Alors, évidemment, beaucoup de choses se sont faites dans tous les domaines, la diplomatie, l'administration, la sécurité, l'économie, les universités, le social. La République exemplaire, l'égalité de tous. Bien sûr. La justice sociale. Alors, comme vous le savez, l'égalité de tous, c'est une asymptote, c'est-à-dire que l'égalité des chances. On tend vers l'égalité des chances. On donne des chances sociale. À tout un chacun pour que les uns et les autres puissent... le respect de la chose publique. Bien sûr, mais nécessairement, comme dans tous les pays du monde, il y a des brebis galeuses. Et ces brebis galeuses sont aux mains de la justice. Pouvoir indépendant, pouvoir judiciaire indépendant. Et ces brebis galeuses sont évidemment châtiées selon les lois et règlements de la République. Mais n'oublions pas qu'il y a des hôpitaux généraux, il y a des aéroports internationaux, il y a des routes bitumées, il y a des universités. Lorsque le président Paul Biya arrive au pouvoir, il y a une seule université au Cameroun. Aujourd'hui, nous savons qu'il y en a 8. Donc, en fait, les choses évoluent. Avant, il n'y avait pas de lycées dans les villages. Aujourd'hui, nous avons des lycées dans les villages. Il n'y avait pas d'hôpitaux de lycées. Il y en a maintenant presque partout. Et si on revenait sur la République exemplaire? Alors, mais la République exemplaire, c'est une République où les lois et règlements de la République s'appliquent. Quand vous agissez bien, naturellement, vous ne pouvez pas aller en prison. La justice ne peut pas s'occuper de vous. Mais quand vous êtes en train de violer la réglementation en vigueur, ou bien les lois de la République, il est tout à fait normal que le pouvoir judiciaire s'occupe de vous. Mais n'oubliez pas que la sanction n'est pas que négative, la sanction est également positive. C'est la raison pour laquelle je peux dire avec certitude que plusieurs fonctionnaires, plusieurs agents de l'État travaillent bien, travaillent très bien. Sinon, le Cameroun serait à feu et à sang. Le Cameroun serait entièrement paralysé. On ne pourrait aller ni à Bama, ni à Bafoussam, ni à Douala, ni à Mara. On ne peut pas faire mieux? Toute œuvre humaine est parfaite. Toute œuvre humaine est parfaite. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et nous tendons toujours vers la perfection. Comme disait Lamartine, l'homme est un ange déchu qui se souvient des cieux. C'est-à-dire, nous sommes toujours plus ou moins déchus, mais nous faisons mieux pour améliorer l'existant. Alors, exemplaire, oui, dans la mesure où des efforts sont faits dans tous les domaines de compétences pour que les Camerounais soient à l'aise. Monsieur le Président. Oui, j'ai entendu, je ne suis pas journaliste, mais je vous ai vu hocher la tête parce que c'est les b.a.-ba du journalisme auquel le ministre faisait allusion. C'est le verre à moitié plein ou à moitié vide ou le mort kilométrique. C'est de cela, en fait, qu'il évoquait. C'est un journaliste de renom. Bon, ça, est-ce que la République est exemplaire?
Ça, c'est le souhait du président. Maintenant, est-ce qu'on a fait pour qu'elle le devienne? Non. Aller en prison, à Kodengui, combien de ministres sont là-bas? Est-ce que c'est ceux-là qui peuvent faire du Cameroun une république exemplaire? Des ministres qui n'ont pas honte de voler. Si elle était si exemplaire, comment Garga a-t-il pu créer une ONG de lutte contre la corruption et que cela se réveille l'État 8 ans plus tard pour créer la CONAC et récemment, on m'a demandé d'être là-bas. Et je l'en remercie. Mais le travail est bien fait là-bas? Non, il n'est pas bien fait. Au départ, j'avais dit qu'on mangeait les biscuits, mais aujourd'hui, on n'a ni biscuits ni travail. Ça vaut rien. Sinon, ça vaut rien. Sinon, on ne peut pas travailler pendant 11 ans et la corruption continue. Moi, je sais ce que je vis. Je sais ce que j'ai vu. Vous avez suivi le rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun, lu à l'hôtel Hilton. Alors, le dysfonctionnement, c'est à quel niveau? 1,642 milliard détournés, non pas dans la poche des gens. C'est-à-dire, on exonère. Tu importes des véhicules, des carreaux, tu es commerçant, tu es Sokada, on importe et on se débrouille en disant je vais te donner tant, même moi en exonération. Et on exonère le total d'exonération sur la petite période que j'ai contrôlée, c'est 1,642 milliard. Et au même moment, le ministre des Finances lançait un emprunt de 1,5 milliard, lequel emprunt était assujetti à des intérêts à payer en plus. Alors, où est-elle exemplaire? Alors, si vous êtes président, qu'est-ce que vous allez faire pour mettre fin à la corruption? Mais il suffit que je sois président, la corruption finit toute seule. Parce qu'on sait que je ne représente pas dans ce domaine. De manière mécanique? Non, de manière réaliste. Les gens sont réalistes, ils savent. Maintenant aussi, quand on parlait tout à l'heure des communes, j'ai contrôlé la communauté urbaine de Bafoussam. Tellement il a pris conscience de ce que je lui ai dit. Même s'il déplace une pierre au rond-point entre la BEAC et la communauté, il m'envoie un message. Comme si la mission continuait. Ça veut dire que la CONAC, je vous dis... Non, que feriez-vous donc pour mettre un terme à la corruption qui est rampante selon vous, malgré les efforts qui sont faits? Puisque je vous ai dit que ferais, j'ai déjà fait contrôler ça en tant qu'exécutant, n'est-ce pas? Mais c'est le bon exemple. Si le ministre ne vole pas, son collaborateur ne va pas voler. Si le ministre ne prend pas des commissions ou des rétro-commissions, il y a des ministres ici où leurs collaborateurs sont tels qu'ils savent qu'avec celui-là, on ne va pas aller à la SNH. Les gars travaillent nuit et jour. Vous avez entendu parler de détournement à la haine parce que Moudiki fait son boulot comme il se doit. Ça veut dire que c'est possible dans ce Cameroun de faire son boulot comme il se doit. Si je comprends bien, les ministres sont des satans incarnés. Non, vous récitez là, c'est-à-dire la notion de l'État. Je sais, l'État monstre froid, l'État Satan. Parce que vous prenez quelques cas. Vous parlez de Machiavel. Vous prenez quelques cas. Vous avez lu Machiavel. Et on généralise. Est-ce qu'on peut généraliser à partir de 2 cas, 3 cas? L'État n'est pas fait pour être mauvais. L'État est fait pour être le serviteur du peuple, de donner satisfaction aux aspirations du peuple. D'autant plus que l'État, c'est quoi? C'est vous et nous, on cotise, et comme dans les cotisations du quartier, et c'est cet argent qu'on appelle l'impôt ou les rentrées douanières ou le fiscal qui permet de donner à l'État les moyens d'action. Quelle réponse vous allez donner à cette perception du grand public qui a l'impression, malgré les efforts qui sont faits, que ça reste parfois mitigé, cette lutte contre la corruption, parce que malheureusement, à chaque fois, il y a on va dire quoi, des wagons entiers de hauts commis de l'État qui sont interpellés. Et de petits commis aussi. En prison. Oui, parce qu'on oublie qu'il y a aussi des petits commis tous les jours qui vont en prison. Il n'y a pas que les ministres, les DG, je vous ai dit, les recteurs, et ainsi de suite. Les douaniers disent quand le poisson pourrit par la tête,
Le reste est fini. Mais la tête, c'est le président Paul Biya. Non. Mais oui, parce qu'on ne peut pas avoir... la tête, c'est le président Paul Biya. Non, d'abord, dans votre département ministériel... C'est lui le chef de l'État. Il n'est pas ministre de l'enseignement supérieur. Ça peut donc pas être la tête, c'est peut-être le voilà cou, comment on ou bien les bras. Dès que vous parlez, on renvoie ça au président. Vous avez utilisé un mot. Vous avez utilisé un mot. Oui. La tête. Non, chef vient du caput en latin qui veut dire la tête. Vous avez lu Machiavel, je vous ai fait savoir que vous étiez en train de citer des passages, l'État s'attend, c'est dans Machiavel. C'est connu même par celui-ci, je suis Mais pourquoi même par celui-ci, comme s'il était un niard? Non, mais il est journaliste, j'ai parlé de mort kilométrique aussi. Alors donc, les efforts à faire pour la lutte contre la corruption, je crois que on peut le faire, mais tant que ces efforts ne sont pas assortis de sanctions le TCS, équitables. Il n'y a pas de TCS. TCS. Vous parlez de sanctions. Mais non, il faut pour saisir le TCS, il faut que le texte soit prévu. De consulter, moi, j'avais condamné des gens quand j'avais le pouvoir. Et des gens, l'un était même camarade de classe du président de la République et il m'a approuvé. Mais le texte de la CONAC ne prévoit pas que vous pouvez saisir le TCS. C'est des textes bidons. Moi, je crois qu'il y a un arsenal de dispositions réglementaires et législatives qui ont été prises. Et un travail colossal se fait au quotidien. Maintenant, il n'est pas exclu qu'il y ait quelques brebis galeuses. Et ce sont ces brebis galeuses qui alimentent donc l'imaginaire collectif. Et on généralise, c'est ce qu'on appelle en philosophie le raisonnement par induction. C'est-à-dire à partir d'un ou deux faits, on généralise et on dit l'État camerounais est pourri, tout est corrompu, on ne peut rien faire. Alors, ce que l'on pourrait dire, c'est que ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas changer une société par décret. Quand le président Paul Biya arrive le 6 novembre 1982, il popularise le binôme rigueur et moralisation. Oui. Et c'est ce binôme justement qui fonctionne. C'est Aïdjo qui l'a repris. Oui, bon, mais il fut lui-même fut le premier ministre d'Amadou Aïdjo. Donc il n'y a pas de césure. Il n'y a pas de césure. Les racines des choses. Oui, mais en termes de césure. Mais on aurait pu alors, ça peut aussi traduire que la corruption n'a pas commencé en 1982, si on parle de... Awana qui a fait créer le tribunal criminel spécial. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui et on dit les bêtises volent, c'est faux. C'est Onana Awana qui a créé le TCS. On a seulement reproduit Onana qui était Dokola. Le ministre Garga n'a pas répondu quand on lui demande qu'allez-vous faire concrètement pour mettre fin à la corruption. Il ne faut pas que ce soit un vœu pieux. Il ne faut pas dire oui, dès que je suis au pouvoir, immédiatement je mets fin à la corruption. Mais comment? Très bien. Voilà le problème. Alors, quand les rapports du CONSUPE arrivent et les rapports de la CONAC arrivent, je les fais étudier et je recherche la responsabilité de chacun et selon le degré de responsabilité, traduction au tribunal criminel spécial. Ce n'est pas ce qui se fait maintenant? Non, hélas, notre texte ne l'a pas prévu. Alors, messieurs, j'ai une question. Oui, à l'heure des réseaux sociaux, je vais vous répondre. À l'heure des réseaux sociaux, nous sommes là, c'est une société en conversation. Non, ici, c'est le ministre. Oui. Ici, c'est la dame, vous ne l'avez pas présentée. Oui, oui. Qui elle représente? Oui, elle s'appelle Catherine Toulou, elle est journaliste. Elle va relayer. Non, elle représente qui? Elle est journaliste à la CRTV Télé. Monsieur le ministre, nous sommes en direct. Elle est journaliste à la CRTV Télé. Elle va relayer le débat sur les réseaux sociaux. Les réactions sur les réseaux sociaux. Mais la durée, je ne comprends pas ce débat. Nous sommes dans une démocratie démocratienne. C'est le peuple qui commande. Ce n'est pas un individu, c'est-à-dire Jacques Famondongo dans sa chambre qui dit « Je n'aime pas Paul Biya, il a 100 ans, il a 500 ans. » Non, c'est le peuple. C'est le peuple qui décide. Ce n'est pas un individu, fût-il le plus intelligent de la planète. C'est l'ensemble du peuple qui doit dire le président Paul Biya est candidat, il a tel âge, nous le votons ou nous ne votons pas. Personne en démocratie, et je dis bien personne, n'a le droit de dire parce que tu as 10 ans, parce que tu as 50 ans, tu ne mérites pas d'être candidat, ou bien parce que tu as 100 ans ou 90 ans. Ça n'a pas de sens au niveau de la démocratie.
par essence. Parce que un homme qui a 90 ans ou 85 ans ou 80 ans peut avoir des idées géniales pour faire avancer la République. Et c'est le cas du président Paul Biya. Vous voyez comment le président Paul Biya a battu tous les autres candidats relativement aux ordinateurs. Le président Paul Biya a démontré qu'il était un président visionnaire, un président futuriste, parce qu'il a offert gratuitement des ordinateurs aux étudiants. Fait inédit à travers le monde. Aucun chef d'État ne l'a fait. Voilà donc des idées neuves, des idées futuristes qui sont portées par quelqu'un que l'on dit âgé. L'important, le débat que nous voulons, c'est un débat programme contre programme, vision contre vision. Qu'on nous dise que la vision du RDPC est caduque ou désuète ou obsolète, je vais donner immédiatement des arguments qui prouvent que notre vision, c'est la vision du futur. Paul Biya n'est pas un homme du passé, ni du présent, c'est un homme du futur. Et je suis prêt à le démontrer. Bien, je crois que M. le ministre fait sortir des choses qu'il avait dans la tête, parce que cette phrase qu'il vient de sortir, Monsieur Mitterrand, vous êtes un homme du passé, signé qui Valéry Giscard d'Estaing. Cette phrase-là, elle n'est pas sortie gratuitement. Ça, c'est un. Deux, vous donnez des ordinateurs, ce n'est pas des cerveaux que vous donnez aux gens. Et puis ça, c'est une sorte de corruption de la jeunesse. Au lieu de créer des centres informatiques dans les universités. Alors je vous arrête parce que ce programme a 9 centres de développement du numérique universitaire qui sont créés. Actuellement, le centre de Yaoundé 1 est quasiment terminé. Celui de Yaoundé 2 est en pleine construction. Et cela va se faire dans toutes les universités d'État. Donc il n'y a pas que les ordinateurs arrimés au cloud de Microsoft, il y a aussi les centres de développement du numérique universitaire qui vont permettre aux étudiants d'être arrimés au cyberespace planétaire. Et pourquoi avez-vous commencé par les ordinateurs, puisque s'il y a un centre du numérique, tout ça sert à tout le monde. Mais l'ordinateur individuel, d'abord, vous avez oublié d'organiser des séminaires de formation. Parce qu'il ne suffit pas de s'armer d'un ordinateur. Vous en savez quelque chose? Moi, je peux vous dire qu'il y a effectivement des séminaires. Il y a effectivement... Après 2 ans de la décision, c'est arrivé avant le bœuf. Non. Dès que les ordinateurs sont arrivés, on a donné des directives pour que immédiatement... Monsieur le ministre, combien d'ordinateurs distribués à ce jour? 500. Ouf, on est déjà à près de 300 000. Hein. Les 500 000, on les attend quand? Et pour, non, pour quelle production, quel changement cela a-t-il apporté? Dès que nous aurons terminé, parce que nous sommes actuellement au niveau des instituts privés d'enseignement supérieur, nous avons terminé avec les 8 universités d'État et avec les grandes écoles tutorées par le ministère de l'enseignement supérieur. Après maintenant, on va aller, on a commencé. Dans un gouvernement, quand d'abord on réfléchit avant d'agir, et quand on agit, on fait une évaluation. Parmi les premiers bénéficiaires... Le président Paul Biya n'a pas réfléchi avant de donner les 500 000 ordinateurs. Mais c'est lui, c'est son offre, c'est l'offre du président. C'est vous qui êtes secrétaire à la communication. Mais non, c'est le président qui a offert les 500 000. Enlever partir de votre poste, laissez-les être les responsables. Mais non, c'est ça qui gêne. On vous remet tout sur la tête. Est-ce un don ministériel? Non. Alors, 300 000 ordinateurs distribués à ce jour. Le président Paul Biya a réfléchi avant de donner. Alors, je vous pose la question sur l'échéance des 500 000. On arrive au bout quand? Je le connais. Monsieur le ministre, on arrive au bout du process quand? Il ne peut pas écrire son nom sur un ordinateur. Parce que ça devient la pub. Il n'est pas. Vous en êtes sûr? Mais je suis non, sûr. Je suis dubitatif. Il n'est pas le genre qui s'est fait de la pub, qui s'est bombé la poitrine pour dire c'est moi qui ai donné les ordinateurs. En êtes-vous sûr? J'en suis sûr et certain. Bon, d'accord. Et si vous voulez, on demande l'audience tous les deux. Je ne voudrais pas aller plus loin. Ah bon? Mais je vous pose tout simplement une question. Oui. Hein? C'est une figure de style. Alors, monsieur le ministre. Le style.